peut-être une question pour deux, Corinne et Giordano. Aussi nous a dit que pour avoir des infos sur le Sud-Soudan, c'est les ONG qui les produisent actuellement, parce que les médias traditionnels ne les donnent pas. Est-ce que vous pensez qu'il y a un risque justement de confiscation des canaux d'information? Il y a les risques là où ça devient la seule source d'information. À nouveau, ça revient effectivement aux journalistes de ne pas se contenter avec sa seule source, même si très important, très réputé, très fiable peut-être on pourrait dire, parce que quand même ça date des pratiques, disons, démontrer et structurer des récoltes des données, etc. Après, souvent, le travail des journalistes est aussi celui de donner un contexte avec sur information qui vient de plusieurs sources, et même l'information, par exemple, des données recueillies sur, je ne sais pas, des données statistiques, sur combien de femmes, je ne sais pas, des maladies, des sida, etc. C'est quand même le travail du journaliste d'extraire des histoires de ces données pour que ça devienne compréhensible. Donc je pense que il n'y a pas ces risques-là. C'est vrai que dans certains pays sont complètement oubliés, et donc on est dans cette situation. Mais à long terme, je partage l'opinion d'Agustin qui tout à l'heure avait dit, c'est pas aussi parce que c'est pas la nature d'un acteur de la solidarité de se mettre exclusivement à faire ça, ou en partie prépondérant. C'est une exigence dans certains pays, comme il l'a très bien dit, de crier un peu plus fort, espérant que quelqu'un nous écoute. Et c'est vrai que les médias donnent de moins en moins d'importance et de place à un reportage sur le terrain, jusqu'au moment où un journaliste ou un acteur de la solidarité, effectivement, est enlevé ou meurt sur son travail. Dans ce cas-là, ça part. Voilà. Oui, moi je rejoins tout à fait ce que disent mes collègues, c'est-à-dire que pour ma part, par exemple, quand je prépare un reportage, si je vois que l'information elle est tenue principalement par l'ONG, parce que justement ça la concerne, parce que c'est une chose qu'elle a développée, ça ne m'empêche pas pour autant d'aller chercher d'autres informations via Internet et via surtout les gens qui sont sur place. Moi je fais souvent appel par exemple à des journalistes, genre RFI ou autres, qui travaillent sur le terrain et qui vont donner d'autres échos. Aussi bien pour des chiffres que pour des histoires. Donc il y a plusieurs sources possibles, aussi bien via Internet que des gens sur place. Il y a une multitude d'interlocuteurs possibles, autres, et c'est en effet, je pense, de notre ressort, de notre éthique, que de ne pas se référer toujours à une seule source, mais d'aller chercher plusieurs échos pour se faire ensuite sa propre opinion. Après, pendant les interviews, les gens disent ce qu'ils souhaitent dire, ça c'est leur parole. Mais nous, ce qu'on dit, ce qu'on reprend nous en commentaire, là par contre, c'est notre responsabilité d'avancer des choses qui sont justes, au plus juste de la réalité. En fait, oui, tu as cité Internet. En fait, c'est vrai que ça devient un outil additionnel, parce que dans n'importe quel pays, il y a une communauté de blogueurs, des gens qui sont actifs sur le net. On les ignore souvent, mais c'est eux qui deviennent une source incontournable pour tout bon journaliste, je trouve, pour vérifier, faire une sorte de fact-checking, on dit, des infos qui viennent de notre source. Et moi aussi, je travaille souvent comme ça, et je prends contact avec des gens sur place qui me semblent, qui suivent certaines thématiques. Et après, j'aime bien les rencontrer sur place, voire même continuer les reportages à 2 ou à 3 avec eux, parce que c'est dans cette relation paritaire avec ce qui est sur place qui vraiment on peut faire sortir un message réel, réalistique, et voilà, qui donne des clés de compréhension à un public qui peut-être n'a jamais suivi les événements dans tel ou tel pays.